Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 42 minutes destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine de la région. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur la première session de la journée du Rif organisée sous le thème « La République du Rif et le droit de recouvrer l'indépendance » par le PNR, le Parti national rifin, le samedi 23 novembre à Alger. Il est intitulé « La République du Rif réclame son indépendance ». Le Parti national rifin, le PNR, a organisé samedi 23 novembre 2024 à Alger la première session de la journée du Rif sous le thème « La République du Rif et le droit de recouvrer l'indépendance ». Il s'agit de la première rencontre du genre organisée par le PNR hors d'Europe. À cette occasion, Youba Al-Reddiwi, membre du PNR, a prononcé une allocution dans laquelle il a salué les positions et principes immuables de l'Algérie qui a toujours été la Mecque des révolutionnaires. Nous voulons recouvrer notre droit légitime qui nous a été confisqué par la force et c'est là une revendication qui n'est pas nouvelle a martelé Youba El-Raddiwi, insistant sur le fait que le parti ne cessera jamais de revendiquer ce droit. La République du Rif n'a jamais fait partie du Maroc, de même que le Maroc n'a jamais été du côté des Rifins qui défendent leurs terres, a-t-il affirmé. Dans la foulée, le représentant du PNR a appelé les différents acteurs du continent africain à adopter une position considérant la République arabe sahraoui démocratique, soit la RASD, et la République du Rif comme étant les dernières colonies d'Afrique et représentant des plaies béantes sur le corps du continent qui ne cicatriseront qu'avec leur indépendance. Rappelons que cette rencontre a vu la participation de nombreuses personnalités africaines, à l'exemple du ministre délégué du gouvernement sud-africain, du président du parti sud-africain Al-Jama'a, de plusieurs partis politiques du Mozambique soutenant la cause du Rif, de représentants de la République arabe sahraoui, ainsi que de partis politiques algériens et de parlementaires. Alors, quelle est l'histoire de la République du Rif ? Quels sont les fondateurs de cette République qui se situe entre le Maroc et l'Algérie ? Comment ce territoire a été absorbé par le Maroc et avec la complicité de qui ? Pourquoi le peuple rifin réclame-t-il son indépendance ? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec mes deux invités. Alors pour en discuter, il y a avec moi Mouqran Aïtouarabi, journaliste politique. Mouqran Aïtouarabi travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Bonjour Monsieur Aïtouarabi. Bonjour Monsieur Chafaoui, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci. Nous serons également accompagnés dans ce numéro dédié à la République du Rif par Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques et ancien journaliste. Bonjour Monsieur Kateb. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour Mouqran Aïtouarabi et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci Ahmed Kateb. Alors Ahmed Kateb, je vous adresse ma première question. Alors, la République du Rif a-t-elle réellement existé à un moment ou à un autre de l'histoire de l'Afrique du Nord ? Quelles sont les grandes lignes de l'histoire de cette République ? Oui, très bonne question. La République du Rif a réellement existé. Entre 1921 et 1926, elle a été créée par l'émir Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, qu'on connaît davantage sous le nom de Abdelkrim Khattabi. L'émir Abdelkrim Khattabi était le porte-drapeau de la résistance du peuple rifin contre la domination du Makhzen, mais surtout contre la domination espagnole et française. Oui. C'est un résistant accompli parce qu'il avait bien sûr eu ses premiers enseignements religieux dans le village natal, et il s'est aguerri d'une manière militaire en combattant
l'invasion espagnole et l'invasion française. Et ces deux invasions ont été rendues possibles grâce à une sorte de complicité du Makhzen. Il faut dire que la France, qui a signé le traité de Fès avec le sultan Abdelhafid en 1912. En 1912. Pouvez-vous nous rappeler ou rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM ce qu'est le traité de Fès? Alors, le traité de Fès, c'est une sorte de traité inégal, bien évidemment, entre une puissance coloniale, la France en l'occurrence, et un roi, un sultan, le sultan de Fès et de Marrakech. Ce traité donne plein pouvoir à la France pour réformer l'administration du Makhzen. En fait, ce traité consacre le protectorat. Justement, par réformer, il faut comprendre, mettre en place une administration de type colonial, avec des colons européens, reléguant les Marocains en tant que sujets les citoyens de seconde zone. Dépendant du protectorat et la haute main en termes de défense, de politique étrangère et de stratégie de développement, entre guillemets, était dévolue au résident général. Bien évidemment, tout le monde sait que c'est le maréchal Hubert Lyautey qui est le géniteur de ce Makhzen, qui a peaufiné, si je puis m'exprimer ainsi, le traité de Fès, instituant la domination coloniale française sous forme édulcorée de protectorat, avec une famille régnante, organique, qui a arrangé les affaires du colonialisme et de l'impérialisme, et on comprend pourquoi le traité de Fès est un traité qui institue un protectorat. D'ailleurs, le protectorat se perpétue sous d'autres formes, après les accords d'Aix-les-Bains en 1956, instituant l'indépendance du Maroc dans l'interdépendance avec la France. Exactement. Cela sous-entend la transformation du traité de Fès en un traité moins direct en termes de colonialisme, mais qui permet à la France de garder la haute main sur les affaires du Royaume du Maroc. C'est une perte totale de souveraineté. Pour revenir au cas de la République du Libre. Justement, pour revenir au cas Al-Khattabi, donc il s'est opposé au colonialisme espagnol et français avant le traité de Fès et après le traité de Fès. D'abord avant le traité de Fès, et là il a été aidé par un des fils de l'émir Abdelkader, qui était général de l'armée marocaine et qui a pris l'étendard de la révolte et de la résistance contre le début de la pénétration espagnole et française au Maroc. Donc, et il a fini par être assassiné. Donc, Abdelkrim al-Khattabi a été un précurseur de la guerre populaire moderne en Afrique du Nord, après la fin des révoltes populaires et de la résistance populaire en Algérie contre le colonialisme français. Donc, l'émir Abdelkrim a été le porte-étendard de cette révolte populaire, de cette résistance populaire. Il a fondé une république. On retiendra, Ahmed Kateb, qu'il a fondé la première république au sud de la Méditerranée. C'est important. Attendez. On va parler en termes de chronologie. La première république au sud de la Méditerranée, c'est la république tripolitaine. D'accord. En Libye, fondée en 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, aux alentours du traité de Versailles, donc par Souleymane Bacha al-Barouni. D'accord. Souleymane Bacha al-Barouni est un ibadite libyen, très lié avec les ibadites algériens du Mzab et disciple du cheikh Brahim Tfij. Originaire de la région de Djbel Nefoussa, si je ne... Djbel Nefoussa, effectivement. Donc la région ibadite de Libye, donc très lié avec Bni Yezgen en Algérie et disciple du grand savant ibadite Cheikh Tfij. Donc la République tripolitaine 1919. La deuxième République est la République du Rif, fondée par l'émir Abdelkrim al-Khattabi le 1er février 1923. Et la troisième République, c'est la République turque, fondée le 23 octobre 1923
par Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. Donc, on voit que la République du Rif a précédé la Oui, République turque. Oui. Et la République du quelques Rif, mois. donc, elle a réellement existé, elle avait sa monnaie, elle entretenait des monnaie, le relations, Rif, hein. diplomatiques avec Londres, avec Oui, Paris. oui. Elle avait Donc, ses ambassadeurs. C'est une république qui avait tous les attributs d'une république, c'est-à-dire une Oui. souveraineté sur un territoire, un chef d'État, l'émir Abdelkrim Khattabi, une souveraineté sur le territoire du Rif, Oui. une armée, c'est très important, Oui. une armée régulière et Des institutions. et une constitution Oui, oui. avec un drapeau Oui. et une monnaie, le Rifan. Oui, oui. Oui, oui. Donc, la République du Rif avait tous les attributs d'une république moderne. Oui. D'où l'antagonisme avec le Makhzen qui était éminemment archaïque et moyenâgeux. Et Donc moyenâgeux. on peut comprendre l'impact psychologique Oui. de la République du Rif sur le reste des Marocains. Alors là, permettez-moi, s'il vous plaît, Je de vous en citer prie, Ahmed Katou. une phrase du maréchal Lyoté. Alors, maréchal Lyoté écrit pendant la guerre du Rif, qui a duré entre 21 et 26. Alors, je cite, « Rien ne pourrait être pire pour notre régime », Oui. donc il parle du Makhzen colonial, Oui, oui. rien ne pourrait être pire pour notre régime que l'établissement si près de Fès d'un État musulman indépendant et modernisé. Oui. Donc il faut noter indépendant et modernisé. Il C'est très important. percevait le projet comme une menace. Comme une menace existentielle, Oui. faisant d'Abdelkrim un point d'attraction non seulement pour nos propres dissidents, c'est-à-dire les communistes français, européens. Donc ça a préfiguré la guerre civile espagnole. Oui, oui. Donc le RIF avait impacté les progressistes en Europe après la fin de la Première Guerre mondiale, qui se sont solidarisés avec le combat de Abdelkrim el-Khattabi. Donc, faisant d'Abdelkrim un point d'attraction non seulement pour nos propres dissidents, mais aussi pour tous ces éléments marocains, Oui, oui. surtout les jeunes, dont les perspectives ont été élargies par les événements récents en Orient. Oui. Donc, les événements récents à l'époque, c'était c'était l'émancipation turque contre les traités, Oui, oui. donc sous la houlette et la férule de Mustafa Kemal Atatürk, et le bouillonnement après l'instauration des mandats britanniques et français sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Irak et la Transjordanie, et le début du problème de la Palestine avec l'immigration juive. Oui. Donc, et dans les esprits desquels, donc ces jeunes Marocains, dans les esprits desquels les aspirations xénophobes, c'est-à-dire anti-européens Oui. et anticolonialistes, ont été développés. Alors, voyez l'impact Oui. de Abdelkrim. Ça, c'est un texte de Lyoté. Oui. Comment la France coloniale, par le biais du géniteur du Makhzen, avait perçu la République du Rif comme une menace existentielle pour le Makhzen. Et c'est pourquoi on comprend qu'aujourd'hui, et depuis Oui. 1921, Oui. le Makhzen s'évertue à casser, à briser, à éradiquer toute velléité d'émancipation du peuple rifin, parce que c'est inscrit dans ses gènes d'abord, Oui. et puis parce que le peuple rifin est un peuple fier. Donc le Makhzen a tout fait pour l'asservir, pour Oui. le rendre un peuple misérable et implanter par la force tout ce qui est plantation et la production de cannabis, pour rendre cette région une région de narcotrafic et une région servile. Région servile, hors la loi. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, on peut revenir Bien sûr. sur l'armée de libération nationale du Maroc, comment elle a été brisée par Oui, oui. Hassan II et comment Hassan II a maté toutes les révoltes et les rébellions de la région du Rif. Très bien. Mais que pouvez-vous nous dire de plus sur le personnage de Mohamed Abdelkrim el-Khattabi Mqorana Touarabi?
C'est d'abord un grand chef de guerre. Il a infligé des défaites cuisantes aux Espagnols particulièrement. C'était un grand stratège, un grand chef de guerre. Mais avant qu'il devienne, il a eu quand même un parcours assez riche et c'est assez important. Oui. Lui qui est né donc dans la petite ville d'Ajdir, qui est devenue par la suite la capitale de la République du Rif qu'il a créée. Abdelkrim Khattabi a fréquenté les zaouïas où il a étudié, il a fait ses premiers pas en termes d'instruction dans des zaouïas au Maroc. Il est devenu par la suite effectivement une icône des mouvements indépendantistes, mais on peut dire que déjà au sein de la famille, il est fils d'un juge, donc d'un qadi, à l'époque on l'appelait comme ça. Lui-même il a fini par devenir un qadi de Melilla, donc pas pour longtemps. Et tout, pas pour longtemps effectivement. Issu d'une tribu quand même assez importante dans la région du Rif. Oui. Donc la tribu d'Aït Oriarel, c'est une tribu très influente dans la région, sachant qu'il y en a des dizaines de tribus dans la région à l'époque. Et il a fréquenté l'université d'Al-Qarawiyyin, donc à Fès, où il a pu côtoyer un grand professeur, Mohamed Ben Jafar Ben Mohamed Ben Ali Al-Kitani, dit Al-Kitani, donc qui est un grand intellectuel soufi, opposé à la colonisation française de la région de Fès. Qui l'a beaucoup influencé. Qui l'a beaucoup effectivement influencé, et au point il est devenu un adepte du soufisme issu de la tariqa d'Arqawiya. Oui. Il a aussi voyagé en Espagne, où il a été dans l'université de Salamanque, où il a étudié le droit. C'est ce qui lui a permis par la suite de devenir donc qadi, d'être nommé qadi, donc juge et juge en chef, un poste auquel il a fini par renoncer, démissionner, en constatant que effectivement, il était plus question pour lui de vivre sous le joug ou sous la domination espagnole. C'est à partir de là que donc il s'est inscrit dans un mouvement indépendantiste, libérateur, et anticolonialiste, en commençant par, comme le Rif à l'époque, il était dominé par l'Espagne, donc il a commencé déjà à prendre contact avec l'ensemble des tribus, en utilisant justement sa tribu qui avait quand même des relations très influentes avec les autres tribus. Il a commencé donc à prendre langue avec toutes les tribus et à les réunir, à les unifier, à les fédérer pour créer un mouvement libérateur qui l'a conduit. Bon, entre-temps, quand il a commencé justement à se révolter, à s'élever, à dénoncer le système colonial, il a fini par être emprisonné en 1915. Il a fini par la suite, une fois libéré, et il a mis un coup d'accélérateur donc à cette volonté de monter une armée, un mouvement qui va permettre aux Rifins de se défendre, de s'émanciper, de défendre leur liberté et de lutter pour justement l'indépendance de leurs terres et la fin de l'hégémonie coloniale. Il s'affirmera comme un grand chef de guerre. Tout à fait. D'ailleurs, ses succès ont eu un écho qui dépasse l'espace géographique africain et méditerranéen. Ils sont allés jusqu'à l'Asie, en Asie, où il a inspiré d'autres mouvements révolutionnaires.
Il a infligé des défaites aux Espagnols qui ont coûté à l'Espagne près de 16 000 hommes. Tout à fait, la bataille d'Anoual ouais. qui est aujourd'hui, qui est depuis dans des instituts de l'histoire constitue une matière d'analyse, un cas d'école d'études qui a été examiné par toutes les armées par la suite, parce que c'était une guérilla qui a pu mettre à genoux une grande armée avec des moyens énormes, sophistiqués. Voilà. Merci beaucoup, Rabi. Je reviens vers vous, Ahmed Kateb. Alors, de nombreux ouvrages rapportent que des puissances coloniales de l'époque voyaient d'un très mauvais œil l'établissement par Abdelkrim d'une république en Afrique. Alors, pourquoi cette crainte, ou pourquoi on ne voulait pas de cette république? Est-ce que c'est parce que, bon, d'abord, évidemment, elle marque une remise en cause radicale de l'idéologie coloniale et des systèmes coloniaux mis en place à l'époque par l'Espagne et par les Français, mais c'était aussi une négation de la monarchie à la fois au Maroc, mais également en Espagne. Oui, la République du Rif, d'abord, c'est une république. Oui. Le système politique est très important comme critère. Donc, c'est un antagonisme direct avec deux systèmes monarchiques. Oui. Il faut avoir à l'esprit, il faut se placer à l'époque, bien sûr, il faut garder à l'esprit que la monarchie espagnole à l'époque était une monarchie décadente. Oui. Et que cette période préfigurait la guerre civile, donc la proclamation de la République espagnole et la guerre civile de 36 à 39, qui était, disons, une répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'importance de la guerre du Rif est particulière. Pourquoi? Parce que pour pouvoir mettre fin à cette république et l'abattre en 1926, la France et l'Espagne et le Makhzen ont réuni leurs forces pour casser l'élan émancipateur de l'émir Abdelkrim el-Khattabi. Oui. Il avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une aura extraordinaire auprès des progressistes européens, auprès des révolutionnaires. Donc, il était un précurseur des guerres révolutionnaires populaires à l'époque. Et la presse a commencé à parler du Rif, de la guerre du Rif, non seulement en Afrique du Nord, mais surtout en Europe et au Moyen-Orient. Donc, la presse arabe d'Orient, la presse européenne, progressiste surtout, a commencé à rendre compte des combats, des batailles, la bataille d'Anoual en 1921, donc, et des différentes batailles, des crimes commis par le triumvirat France-Espagne-Makhzen en utilisant les armes chimiques contre on en parlera justement là maintenant, c'est l'objet de ma prochaine question, Ahmed Kateb. Mais pour étayer mon propos, la presse mondiale a fait écho de ce qui se passait au Rif, et c'est pour ça que les trois pays se sont ligués. La France en envoyant le maréchal Pétain, tristement célèbre, qui a pactisé avec le Reich nazi après la défaite de la France en 1940, et l'Espagne a envoyé le caudillo, le futur caudillo Francisco Franco, caudillo d'Espagne jusqu'à 1975. Donc, comment les puissances coloniales ont mobilisé le meilleur de leurs troupes, leurs meilleurs généraux, pour arriver à bout de la résistance du Abdelkrim el-Khattabi, bien sûr en utilisant le Makhzen marocain comme faire valoir et supplétif. Donc, il faut avoir à l'esprit que la République du Rif était une menace existentielle pour le Makhzen à Rabat et la monarchie espagnole à Madrid, et l'ordre colonial français. D'où justement la conjugaison de tous les efforts, Paris, Madrid et Rabat, pour venir à bout de la résistance du Abdelkrim el-Khattabi et mettre à bas la République du Rif. Donc, première république du côté nord-ouest africain, Maghreb. qui frontalière de l'Algérie. Ça pouvait remettre en cause l'ordre colonial français non seulement au Maroc, après le traité de Fès, mais surtout en Algérie. Exactement. Donc,
parce qu'il y avait des liens très, très forts, très intimes. Et parfois même des liens familiaux, Ahmed Kateb. Entre les tribus, j'y arrive, les tribus du Rif et les tribus de l'Ouest algérien, il y avait des liens matrimoniaux, il y avait des liens de filiation scientifique, Oui. il y avait des va-et-vient entre les commerçants des deux territoires, algériens et rifains. Donc, ce qui se passait au Rif était dangereux pour le gouvernement colonial à Alger. Oui. C'est pour ça qu'il fallait se débarrasser de cette république. Cette république et la conjugaison des efforts entre Pétain, Franco et le sultan du Maroc de l'époque, le sultan Youssef, le père de Mohamed V, le grand-père de Hassan II et l'arrière-grand-père de Mohamed VI. Très bien. Merci pour tous ces éléments d'histoire, Ahmed Kateb. Moukhwana Touarabi, bon, comme vient de le dire Ahmed Kateb, de très grands moyens militaires ont été mobilisés par les Français, les Espagnols pour combattre la jeune République du Rif. Ahmed Kateb vient de le signaler aussi. Alors, les deux puissances coloniales sont allées jusqu'à commettre des attaques chimiques. Je crois bien, Moukhwana Touarabi, qu'il s'agit de la première attaque chimique de l'histoire. Et si mes informations sont bonnes, je crois que des avions allemands ont servi à larguer ces bombes chimiques sur la population du Rif, de la jeune République du Rif. Voilà, donc la bataille d'Anoual a fait que les Français commençaient à s'inquiéter de la cuisante défaite de l'armée espagnole. Ils ont décidé donc de prêter main forte, non pas parce qu'ils voulaient qu'ils maintiennent leur domination sur le territoire, mais par crainte d'une contagion qui va emporter leur domination de l'ensemble du territoire où ils se trouvaient à l'époque. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une alliance entre l'armée française et l'armée espagnole, mais une alliance qui n'aurait pas pu venir à bout de la résistance menée par Abdelkrim El-Khattabi si ce n'était pas justement la trahison. En fait, c'est même pas la trahison, c'est la soumission du sultan de l'époque de Rabat, Moulay Youssef, à l'hégémonie coloniale, qui était déjà liée par des traités de soumission aux puissances coloniales. Donc Abdelkrim El-Khattabi a essayé de fédérer, de créer un noyau dur en utilisant toutes les forces rifaines et marocaines, en sollicitant justement le sultan Moulay Youssef pour essayer de faire justement un front commun contre ces deux armées, mais ça n'a pas abouti. Au contraire, il a trouvé les forces de Moulay Youssef de l'autre côté donc du camp des colonisateurs. C'est ce qui a amené donc Abdelkrim El-Khattabi, après une longue résistance, à abdiquer pour protéger les populations. Pourquoi ? Parce que à un certain moment, l'armée française justement a recouru à l'utilisation des armes chimiques. Donc c'est ce qui a poussé Abdelkrim El-Khattabi en 2026 de préférer abdiquer et se rendre pour préserver les populations de cette arme dévastatrice qui a été utilisée déjà dans certaines régions du Rif. Donc encore une fois, Abdelkrim El-Khattabi l'a perdu, c'est parce que il a été en quelque sorte trahi par Moulay Youssef, donc par le roi de l'époque, le sultan de l'époque, qui était à Rabat, qui n'a pas voulu participer à la lutte contre le colonisateur. Il a préféré justement vivre dans la soumission au lieu de participer à ce mouvement libérateur. Justement, le coup, Abdelkrim El-Khattabi est un stratège à plus d'un titre, parce que il était le premier à infliger d'abord dans la bataille d'Anoual, donc avec des moyens. Tout le monde a reconnu que cette bataille
sur papier, elle ne pouvait pas être en faveur des résistants, donc de l'armée qu'a pu constituer Abdelkrim Khattabi. C'est ce qui a été surprenant, c'est que cette capacité à bien s'organiser pour donner un coup dur à une armée qui disposait de canons, de beaucoup de logistique et d'intendance et surtout de beaucoup de soldats. Oui. Contrairement à la petite armée qu'a pu monter Abdelkrim Khattabi. Et il a infligé la première défaite à une armée coloniale européenne. Oui, voilà. Oui. C'est très important. Merci beaucoup, Mokhranet Tourabi. Ahmed Kateb, revenons un petit peu au Parti national rifin, qui est très ancré en Europe de l'Ouest, particulièrement en Belgique et aux Pays-Bas. Alors, ce parti a ouvert une représentation diplomatique en mars dernier à Alger, après en avoir ouvert une en Afrique du Sud. Alors, pourquoi l'Algérie soutient-elle ce parti ? C'est une question très simple. Oui. Que c'est une question de... C'est une question qui s'imposait d'elle-même. Elle s'imposait d'elle-même parce que, d'abord, c'est pas un mouvement sécessionniste. D'accord. L'Algérie ne soutient aucunement un mouvement sécessionniste. Et elle ne s'ingère pas dans les affaires des pays. Dans les affaires intérieures des pays. Oui. Ça fait partie de sa doctrine de politique étrangère. D'accord. Le mouvement rifin proclame la restauration de l'indépendance de la République du Rif, qui a existé avant le Royaume du Maroc, tout simplement. Oui. C'est un point fondamental. Et puis l'Algérie, depuis l'indépendance, a toujours soutenu les mouvements de libération. L'Angola, le Mozambique. De toute l'Afrique, et pas uniquement l'Afrique, même du Timor-Leste. L'Algérie a soutenu l'autodétermination et l'émancipation des pays des Caraïbes. Donc c'est un point essentiel de sa doctrine de politique étrangère. Et là, l'Algérie, fidèle à ses principes, dit la République du Rif a existé avant le Royaume du Maroc. La République du Rif a été abattue par deux puissances coloniales, alliées d'un régime féodal, autocratique, complètement inféodé aux entreprises coloniales et impérialistes. Et la République du Rif est une république symbole, parce que non seulement elle a gagné de haute lutte son indépendance et sa proclamation, fut-elle de 5 années seulement, entre 1921 et 1926, mais il faut se rappeler l'apport décisif, l'apport moral, le soutien moral, le soutien allant même jusqu'à la formation de cadres militaires de l'émir Abdelkrim Khattabi à partir du Caire, depuis 1947, aux différents mouvements de libération du Maghreb arabe. Et c'est l'émir Abdelkrim Khattabi qui a préconisé l'envoi de jeunes cadres algériens se former dans des académies militaires d'Égypte, de Syrie et d'Irak pour monter ensemble l'armée de libération du Maghreb. Donc c'était l'idéal ultime de l'émir Abdelkrim Khattabi, celui de créer un Maghreb arabe uni, indépendant du colonialisme et loin de toute féodalité moyenâgeuse. Un Maghreb des peuples. Rappeler, un Maghreb des peuples et un Maghreb émancipé. Un Maghreb des peuples et un Maghreb fraternel. L'émir Abdelkrim a refusé de revenir au Maroc en 1956 parce qu'il considérait les accords d'Aix-les-Bains comme étant une haute trahison. Par rapport aux aspirations du peuple marocain, il a préféré finir sa vie au Caire, où il a été enterré en 1963. Donc, 63, c'est 7 ans après l'indépendance du Maroc. L'émir Abdelkrim Khattabi a refusé de revenir au Maroc parce qu'il considérait que c'est une indépendance incomplète, à la limite d'une haute trahison par rapport aux aspirations des peuples.
Très bien. Merci Ahmed Kateb. Alors, Moukhran Rabi, il n'y a pas qu'à Alger où le PNR dispose d'une représentation. L'Algérie soutient la cause du peuple rifin tout simplement parce que nous sommes face à un mouvement de libération. Il ne s'agit pas d'un cas de sécession. Le territoire marocain n'est pas le même que le territoire rifin. Nous avons affaire à deux territoires distincts, deux territoires différents. Alors, est-ce que les revendications du PNR ou du Parti national rifin trouvent-elles écho auprès du peuple rifin? Oui, tout à fait. Le peuple rifin s'est toujours révolté contre la monarchie féodale marocaine. Oui. Souvenez-vous qu'en 1959, le roi Mohamed V a ordonné justement, il y a eu des révoltes qui ont été durement réprimées par le roi Mohamed V en actionnant justement le prince héritier, son fils qui était Hassan II, avec l'aide de militaires français. Il a bombardé toute la région du Rif. Oui. Il y a eu les hommes du prince Hassan et du général Oufkir justement ont commis des massacres impitoyables. Ils étaient impitoyables avec les populations de cette région. Qu'ils ont racté, il y a eu des arrestations arbitraires, et des viols et des exécutions sommaires. Par exemple, on peut citer le village de Bni Hadifa, un des principaux foyers du soulèvement de cette époque, a été complètement rasé. Et ses habitants, qui étaient de l'ordre de 400, ont été tous tués. Pour vous illustrer un peu la violence qui s'est abattue sur cette région déjà au lendemain de l'indépendance octroyée, pour l'appeler comme ça, du Maroc. Ils n'ont pas hésité à utiliser les moyens forts, toujours avec l'appui de la France qui protège toujours cette monarchie, justement. Ils ont commis des massacres, et les séquelles de cette répression sont encore vivaces au sein du peuple rifin, qui a essayé encore une fois en 84 pour dire qu'il ne s'est jamais soumis à la monarchie marocaine. En 84 aussi, il y a eu des révoltes, des tentatives de révolte, et Hassan II, qui était roi à l'époque, n'a pas hésité à leur rappeler ce qu'il a fait quand il était prince. Et en les avertissant, en leur disant, je pourrais faire le double de ce que j'ai fait en 59 en tant que prince, aujourd'hui que je suis le roi. Il y a eu aussi d'autres événements en 2016 et 2017, justement au Rif, qui ont été durement réprimés par la monarchie. Ils ont fait des dizaines de morts. Donc les Rifins n'ont jamais accepté de vivre sous le diktat, sous le joug d'une monarchie soumise justement aux puissances étrangères, et principalement à la France. Le traité de Fès est toujours en vigueur aujourd'hui. La monarchie marocaine n'existe encore que parce qu'elle est protégée par la France. Oui, pas Paris. Merci beaucoup, Moukhran Rabi. Alors, un peu dans le prolongement de ce que vient de dire Moukhran Rabi, Ahmed Kateb, alors le Rif est un territoire qui est régulièrement, Moukhran vient de le dire, qui est régulièrement secoué par des révoltes. La dernière en date remonte à 2016-2017, suite au décès aux mains de la police d'un jeune vendeur de poissons écrasé dans un compacteur de déchets alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise confisquée. Cette révolte de 2016-2017 durera plus d'une année. Le leader de la révolte, Nasser Zafzafi, croupit d'ailleurs actuellement dans les geôles marocaines. Il a été condamné à une très lourde peine. Alors, lors de la conférence de presse samedi à Alger, les responsables du PNR ont dénoncé des génocides systématiquement qui sont commis par le régime marocain contre le peuple rifin. Donc, c'est une région qui est sous haute surveillance, le Rif, Ahmed Kateb. C'est une région sous haute surveillance. Ou j'allais dire un pays sous haute surveillance. Oui, et c'est un peuple qui est soumis à toutes les formes d'humiliation afin qu'il ne puisse pas revendiquer le rétablissement de son indépendance. Oui. Le peuple du Rif le dit très souvent, et haut et fort d'ailleurs,
qu'il est différent du reste de la composante humaine du royaume actuel du Maroc. Oui. Donc, de par son histoire, de par ses traditions, et le peuple du Rif a démontré qu'il était réfractaire à toute domination, qu'elle soit coloniale ou qu'elle soit celle d'un Makhzen complètement corrompu et inféodé au dessein de l'impérialisme et du colonialisme. Oui. C'est pour ça qu'il y a un cycle permanent de révolte. Les Rifins n'ont jamais oublié, et Moqran Aïtou Arabi l'a si bien rappelé, la répression des années 1958, Oui. des années 1984, et comble de l'ironie, le Makhzen essaie d'imposer la culture du cannabis pour cette région afin de la rendre complètement dépendante du cannabis. C'est une région quasiment dépendante du narcotrafic. Oui, oui. Il a drogué toute cette population et le Makhzen entreprend à droguer maintenant et à exporter la drogue vers les différents pays de la région du Maghreb et d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie. C'est une des armes de subversion de ce régime moyenâgeux. Il essaye également de rapetisser le peuple rifin à travers la généralisation d'un mécanisme favorisant la prostitution des femmes, des enfants, au profit de certains richissimes moyen-orientaux. Et le Makhzen entend par là déshumaniser le peuple rifin. Et c'est pour ça que ce peuple, fier, revendique haut et fort maintenant le rétablissement de son indépendance et le détachement de cette monarchie moyenâgeuse qui l'a asservi ou qui tente de l'asservir et qui entend le déshumaniser. Merci beaucoup Ahmed Kateb. Merci d'avoir participé à ce très riche débat. C'est moi qui vous remercie. Malheureusement, nous aurions pu embrayer sur beaucoup d'autres questions tout aussi intéressantes que celles que nous venons d'évoquer. Malheureusement, le temps imparti à l'émission est largement dépassé, mais cela ne nous empêche pas d'y revenir lors de nos prochaines émissions. Merci beaucoup, Mokhran Aïtou Arabi, d'avoir accepté notre invitation. Encore merci, Ahmed Kateb. Merci. Et vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Mohamed et Faroujen. À la console technique, il y avait Amin. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.